Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec cette question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Êtes-vous prête pour l'impact? C'est la fondatrice, présidente de l'agence BETC Mercedes Serra qui répondra tout à l'heure à un grand entretien de 26 minutes. Pour commencer cette émission, je reçois Mathieu Belloir, le directeur général du cabinet de conseil Consilience, co-auteur du livre « Le chaos climatique n'est pas une fatalité ». Il nous dira comment s'acheter du temps face à l'urgence écologique, notamment en plantant des arbres. Dans notre débat, on verra comment parler de transition environnementale et sociétale aux élèves de primaire, collège et lycée. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai SmartBack et ses solutions de gestion des retours et du reconditionnement pour les marques vendant du mobilier. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Belloir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du cabinet de conseil en RSE et communication Consilience. Vous publiez avec Jean-François Rial, le cofondateur de Voyageurs du Monde, ce livre « Le chaos climatique n'est pas une fatalité » qui est publié aux éditions de l'Archipel. C'est quoi l'objet d'un tel livre? Un message d'espoir en quelque sorte? À la fois un message d'espoir peut-être et une sorte de coup de gueule contre une forme de l'inefficacité de l'action climatique entreprise depuis maintenant de nombreuses décennies. En 2025, on va fêter deux choses. À la fois les 30 ans des COP, ces grands messes annuelles qui réunissent la quasi-totalité des pays dans le monde pour parler du climat, prendre des engagements, faire des bilans, trouver des financements, etc. Et aussi en 2025, on va fêter les 10 ans des accords de Paris, au cours desquels ont été pris des engagements comme celui de ne pas dépasser une augmentation de la température moyenne de la planète de 1,5 degré, devenu moins de 2 degrés. On sait qu'un et demi, de toute façon, on ne le tiendra pas. On n'y arrive pas. En 2024, on a effectivement franchi cette barre un peu symbolique. 2024 aura été l'année la plus chaude. Le niveau des mers a augmenté l'année dernière comme à peu près jamais. Donc globalement, on voit qu'on est mal engagé. Mais est-ce qu'il faut pour autant baisser les bras? Nous ne le pensons pas. C'est la raison pour laquelle on a essayé de réfléchir aux raisons pour lesquelles, effectivement, on a des difficultés à s'inscrire sur cette trajectoire vertueuse pour limiter le réchauffement de la planète à 2%. Comment peut-on faire? C'est tout l'objet de notre proposition. Et on va évidemment rentrer dans le détail. François Gemène, qui est co-auteur du 6e rapport du GIEC, signe la préface du livre. La référence est intéressante. Ça veut dire que vous vous inscrivez dans le constat scientifique fait par les auteurs des rapports du GIEC depuis des années? Alors oui, tout à fait. Comme vous le savez, le GIEC a modélisé plusieurs trajectoires. On oublie sciemment, en tout cas c'est notre partie, la trajectoire de 1,5 degré pour les raisons que nous venons d'évoquer. On s'inscrit plutôt dans une trajectoire de 2%. De 2 degrés de plus. De 2 degrés, pardon, d'ici les années 2070-2075. Mais pour effectivement respecter cette trajectoire, il faudrait qu'on baisse nos émissions de l'ordre de 4% par an, et on n'y est pas du tout, puisque depuis 3 ans, on est plutôt sur une augmentation de 1%. Donc, il faut trouver des solutions, et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre proposition. Avec cette expression, vous dites qu'il faut acheter du temps, d'une certaine façon, pour limiter la hausse des températures à 2 degrés. Comment gagner ce temps? Voilà, il nous faut acheter du temps, effectivement, c'est l'expression que nous utilisons. On manque de temps pour faire les efforts de maîtrise de nos émissions, et pour s'inscrire et pour réussir à effectivement maîtriser cette augmentation de la température à 2%. Pour acheter du temps, il faut trouver une façon. D'abord, il faut essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles on est dans cette situation un peu stressante, de manque de temps. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est un problème d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que globalement, les populations ont évidemment des efforts à faire en termes de sobriété, se déplacer différemment, s'alimenter différemment, se loger différemment, travailler différemment, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit bien que sur l'ensemble de la planète, la majorité de la population n'est pas forcément prête à faire ces grands efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire, mais il faudra du temps. Il faudra le temps à peu près d'une génération. Elle le dit quand elle vote. Absolument. On l'avait aux États-Unis, on l'avait aux élections européennes notamment. Absolument, tout à fait. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que globalement, on n'a pas encore atteint cette forme de maturité industrielle, technique, technologique qui nous permet de trouver des solutions de production d'énergie renouvelable suffisamment importantes, suffisamment conséquentes pour être un substitut substantiel à l'utilisation des énergies fossiles. Donc il nous faut du temps.
On pense qu'il nous faut le temps d'une génération, 30, 40 ans. Et pour gagner ce temps, on propose effectivement de multiplier les puits carbone qui existent pour effectivement se laisser le temps de cette transition. Et pour multiplier les puits carbone... Il y a les forêts, il y a l'océan. Alors, absolument. C'est côté forêt qu'on peut agir notamment. Alors c'est côté forêt, en effet. Notre idée, c'est de planter des arbres, planter à peu près le double de ce qu'on fait annuellement. On considère en moyenne que sur l'ensemble de la planète, on plante chaque année à peu près 15 milliards d'arbres. Nous, on pense, en prenant en compte évidemment les maladies, les incendies, la déforestation, etc., qu'il est nécessaire de planter à minima 18 milliards d'arbres supplémentaires, au moins pendant 10 ans, pouvoir baisser pendant 25 ans à peu près d'un tiers la baisse des émissions qui est attendue en théorie pour atteindre cette neutralité carbone. Ça fait 180 milliards d'arbres en 10 ans. Est-ce que c'est réaliste ? C'est un vrai sujet et on pense sincèrement que oui, et on pourrait même sans doute faire un peu plus. En réalité, pour faire ces simulations, ces modèles sur lesquels on a travaillé pendant quelques années, on s'est appuyé sur l'étude de Polytechnique Zurich pilotée par le professeur Crotter qui en 2019-2020 a regardé sur l'ensemble de la planète où est-ce qu'il serait possible de reforester ou de forester notre planète. Et il a trouvé finalement à peu près 900 millions d'hectares disponibles pour faire ces plantations sans toucher à l'agriculture, sans toucher à l'habitat, sans toucher à ce qui existe déjà comme les prairies, les bois, etc. C'est bien 900 millions d'hectares additionnels. D'une manière pragmatique et modeste, nous on dit si on prenait simplement 20%, ça fait donc nos 180 milliards, 20% de cette surface disponible, vraisemblablement on arriverait à faire baisser d'un tiers les besoins de baisse d'émissions sur les 25 prochaines années. Mais pour l'instant, on perd de la superficie de forêt chaque année, mondialement. Hein. Oui, bien sûr. Donc il faut déjà inverser la tendance. On a intégré effectivement dans nos calculs ces éléments et on pense que 18 milliards d'arbres, comme vous l'avez rappelé, c'est quelque chose qui est à notre portée. Bon. On plante un peu partout sur la planète. Et on plante quoi ? On plante. Il faut bien choisir les espèces parce qu'il y a eu des plans. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui, se sont parfois acheté une conscience en pratiquant la reforestation. Je ne dis pas de toutes, certaines, mais parfois en plantant n'importe quoi. Donc on plante quelles espèces ? On plante des espèces qui sont adaptées et on essaye de prévoir la façon dont on s'organisera la forêt là où on la plantera. Vous savez qu'il y a 3 types de forêts, tropicales, boréales, tempérées, etc. Les plus efficientes en matière de captation carbone sont évidemment les forêts tropicales, mais il ne faut pas exclure que les forêts boréales deviennent, à cause de cette augmentation de la température, deviennent un jour des forêts tempérées, donc avoir une capacité de stockage supérieure à ce qu'elles sont aujourd'hui. On a bien fait tourner le modèle, on est assez convaincus des propositions que nous formulons. Comment on finance un tel programme ? C'est de l'argent public, c'est de l'argent privé, les deux ? Je pense que si on veut être pragmatique et efficient, il vaut peut-être mieux compter sur de l'argent privé. Quelques grands mécènes africains, américains, internationaux, etc. pourraient trouver un intérêt dans cet investissement, d'autant plus que ce n'est pas forcément un investissement à fond perdu. La forêt génère aussi des ressources, ne serait-ce que par les crédits carbone. Et on a évalué le coût de cette opération à quelque chose qui tourne autour de 550 milliards de dollars. Alors, le chiffre peut un peu... Sur 10 ans ? Sur 10 ans. D'accord. En one shot, bien sûr. 550 milliards de dollars, ça représente en fait une somme assez modeste, puisque ça représente l'équivalent de 0,5% du PIB mondial. Ça représente moins d'une année de chiffre d'affaires d'Amazon, moins d'une année de chiffre d'affaires d'Apple. Ça représente le PIB de la Belgique ou de l'Australie, pour vous donner, de l'Autriche, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est quelque chose qui nous sommes vraiment à notre portée, si on le veut vraiment. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'enjeu, c'est ni plus ni moins la sauvegarde de l'humanité. Est-ce que ça vaut 0,5% du PIB mondial ? On en est convaincu. Ça, je pense que tout le monde en est convaincu, sauf que pour l'instant, on ne le voit pas, apparaître. Alors, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'elle est portée par d'autres que vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a un moment où c'est un projet planétaire dont vous nous parlez. Oui, bien sûr. Alors, il y a pas mal d'initiatives qui existent du côté entreprises privées qui ont conscience du fait qu'elles ont une pierre à apporter à cet édifice, les États également. Mais l'idée, c'est peut-être de mettre en place une coordination mondiale pour fédérer tous ces efforts qui sont faits au niveau privé et au niveau public et peut-être rajouter ce supplément qui manquerait éventuellement pour réaliser le projet que nous avons.
Les COP peuvent servir à ça d'ailleurs, parce que ça reste quand même, elles sont imparfaites, vous l'avez dit en préambule, bon finalement elles aboutissent souvent à des engagements mais pas forcément suivis d'actes, mais il n'empêche que ce sont des rendez-vous internationaux qui pourraient permettre de porter un tel projet d'après vous? Alors elles pourraient, mais honnêtement, vous n'y croyez pas? On aurait plutôt confiance dans une gouvernance privée qui embarquerait bien sûr les États, parce que les terres sur lesquelles l'afforestation pourrait être envisagée ne sont pas forcément des terres libres de droit, donc il faudrait effectivement ce soutien des pouvoirs publics. Mais le pilotage, le financement, confié à des structures privées, quelques grands mécènes pilotés par un team de scientifiques, de quelques prix Nobel et quelques chefs d'État très engagés, nous semble être une bonne façon de piloter un tel projet. Et donc, alors, il y a acheter du temps en plantant 180 milliards d'arbres en 10 ans. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire revoir aussi le calendrier de la décarbonation. Peut-être qu'il est un peu trop ambitieux aujourd'hui? C'est exactement le constat que nous avons fait. Donc, notre idée, effectivement, c'est faire cette plantation qui nous permet de disposer de puits carbone additionnel pour justement, pendant les 25 années qui viennent, pour avoir une diminution de nos émissions, une capacité de captation carbone meilleure que celle que nous proposent en théorie les trajectoires du GIEC pour accélérer, une fois que cette captation additionnelle est faite, à partir des années 2050 et rejoindre in fine l'objectif de neutralité carbone en 2070. Procrastination quand même. On va se dire, bon, finalement, c'est dans longtemps, on n'a pas besoin. Parce qu'il faut, à côté de ça, il y a des efforts de sobriété, vous l'avez dit, qu'on doit collectivement faire. On est plutôt optimiste sur le sujet. D'ailleurs, on a fait une petite liste dans notre bouquin de toutes les bonnes raisons de ne pas suivre notre projet. On en a exploré une bonne douzaine. Il y en a sans doute d'autres, mais finalement, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On a d'ailleurs ouvert une plateforme qui s'appelle www.jeunemeilleureidée.com et on attend l'arme au pied que d'autres nous donnent de meilleures idées que celles que nous proposons. Et pour l'instant, on est loin de faire tomber le serveur. On n'a pas beaucoup d'idées alternatives, mais on y croit. Merci beaucoup, Mathieu Belloir. Votre livre, coécrit avec Jean-François Rial, Le chaos climatique n'est pas une fatalité, donc aux éditions de l'Archipel. On passe à notre débat, les jeunes face à la transition. Comment parler de transition environnementale et sociétale aux élèves de primaire, collège et lycée? Voilà le thème de notre débat avec François Talley. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du Learning Planet Institute. Pierre-Andy Dodard, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes chargé de mission enseignement aux enjeux environnementaux et durabilité au service de la recherche et de l'innovation du Commissariat général au développement durable. Allez, des questions de présentation pour démarrer. Le Learning Planet Institute, c'est une association, c'est ça? C'est une association où nous cherchons à comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Comment on peut faire de la recherche sur ces sujets? Comment est-ce qu'on peut former les jeunes, mais aussi leurs enseignants et même les décideurs? Comment est-ce qu'on peut utiliser des réseaux internationaux pour ne pas réinventer la poudre? Comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique, en particulier l'intelligence artificielle, pour faire ça à la bonne échelle? Comment est-ce qu'on peut arriver à accompagner la transformation des organisations humaines qui sont elles-mêmes un peu bloquées face à l'ampleur des enjeux et leur complexité? Parce qu'il y a quand même des crises qui s'enchaînent les unes dans les autres, et arriver à prendre le recul personnel et collectif pour déjà aller soi-même mieux et pouvoir accompagner des jeunes à aller mieux, parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'éco-anxiété et de difficultés face à une actualité qui, avouons-le, n'est pas exactement celle qu'on aurait pu souhaiter pour leur génération. Oui, effectivement. Pierre-Andy Dodard, vous êtes l'un des responsables de la plateforme d'éducation au développement durable qui est dédiée aux enseignants, c'est ça? Qu'est-ce qu'on y trouve? De quoi on parle? À quoi ont-ils accès en quelque sorte? Eh bien, les enseignants ont accès à beaucoup de choses, grâce à nous, mais grâce à d'autres acteurs. On est assez nombreux sur le sujet. Nous, sur cette plateforme, on a décidé de mettre à disposition les contenus proposés par le ministère et ses opérateurs. Ça veut dire qu'on s'est basé sur les objectifs de développement durable, donc les objectifs de développement durable principalement environnementaux, parce que c'est un peu l'activité du ministère de la Transition écologique. Et donc ça va du climat à la biodiversité, en passant par la gestion des ressources en particulier. Et donc on a pas mal d'opérateurs qui vont travailler sur des sujets précis. Donc par exemple, quand on parle de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité produit des contenus disponibles pour les enseignants qui leur permettent d'intégrer des contenus, on va dire, fiables dans leurs cours. Et ça veut dire qu'il y a des contenus, j'imagine, qui sont adaptés en fonction de l'âge des élèves?
Alors oui, il y a des contenus pour tout type d'élèves, du primaire au collège et au lycée principalement. Certains sont même utilisables au-delà, parce que s'inscrivant dans un programme pédagogique plus complet, nos contenus, ils ne sont pas autosuffisants, on va dire. Il y a besoin de les inscrire dans un programme plus complet, mais ils ont cette particularité d'être fiable. Le festival Learning Planet s'est tenu, c'était au mois de janvier dernier, à l'occasion d'ailleurs de la Journée mondiale de l'éducation. Alors déjà, c'est un programme international dont on parle ? Oui, on a eu des participants dans 193 pays, plus de 100 000 personnes. Ça s'appelle un programme international. Et en France, il y avait un intitulé qui était le Festival de l'apprendre, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et donc on invite chacun à célébrer ce qu'on a appris, et pourquoi et comment on a appris et grâce à qui. Et donc on peut remercier ceux qui nous ont aidés à apprendre, et on peut aussi partager ce que l'on souhaiterait apprendre et mutualiser ça, puisqu'on est dans des dynamiques où on peut apprendre les uns des autres aujourd'hui. Il y a évidemment des programmes, mais il y a aussi plein d'autres endroits où on peut apprendre d'autres choses. Quel bilan vous faites de cette édition 2025 ? Et puis, quel message ou quel contenu vous portez à destination des plus jeunes ? En fait, ce qu'on essaye de leur dire, c'est qu'ils peuvent être des acteurs et des auteurs de leur propre vie et du monde de demain. Et donc, plutôt que de s'angoisser face à l'actualité et de s'interroger sur le bien fondé de ce qu'ils apprennent, parce qu'il y a des fois où ils voient un petit peu de décalage, on les invite à plus être dans une logique de compétition sur les savoirs d'hier, mais dans une logique de coopération sur les défis d'aujourd'hui. Okay. Et on essaie de leur dire que, évidemment, seuls, ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais s'ils bâtissent un collectif, au moins à l'échelle de la classe, mais éventuellement à l'échelle de l'établissement, à l'échelle du territoire, à l'échelle de la France ou à l'échelle de la planète, ils peuvent relever des défis sans précédent, comme d'autres générations l'ont fait avant. Oui, et le fait d'agir, d'être dans l'action, ça fait baisser l'éco-anxiété dont on parlait ? Exactement. Ouais. Et donc cette capacité à le pouvoir d'agir, déjà, c'est une bonne chose en soi, mais si en plus on agit collectivement, alors il y a aussi la force du collectif qui nous porte. On a l'impression qu'on vit une aventure humaine et pas juste une dépression individuelle. Et cette logique d'action, elle est extrêmement importante, et c'est là où c'est important d'apprendre à se centrer sur soi et à se reconnecter à soi, pour se reconnecter aux autres et se reconnecter à l'environnement, et enfin prendre soin de soi, des autres et de la planète. Ouais. Est-ce que c'est un contenu facile à transmettre aux élèves finalement, ces enjeux de transition environnementale, parce qu'ils sont demandeurs? Alors, ils sont demandeurs, certains, pas tous, ça faut l'avoir en tête. On propose. Il ne faut pas idéaliser la génération. Et après, c'est difficile de répondre à la question, est-ce qu'il faut est-ce que c'est facile de transmettre un contenu? Parce qu'il n'y a pas un contenu, mais des contenus, en fait. Ça répond à des logiques, on va dire, territoriales, des logiques individuelles et collectives. Et donc, les contenus, nous, qu'on va proposer, notamment via la plateforme, encore une fois, ils vont s'adosser à des programmes qui sont plus globaux et qui peuvent s'inscrire. Donc, pour donner un exemple très concret, parce que c'est toujours plus facile quand on illustre, on a des contenus spécifiques comme la boîte à risques sur les risques inondation ou sur les risques incendie qui permettent à l'ensemble de la jeunesse de pouvoir s'équiper en cas d'inondation. Par exemple, savoir qu'après 50 cm d'eau, c'est plus possible d'ouvrir une porte, ou qu'à partir de 30 cm d'eau, la voiture elle est emportée, donc il ne faut pas prendre la voiture, on pense que c'est des connaissances de base. Pour autant, si on adresse la question du changement climatique, là, il peut y avoir des enseignants qui veulent connaître la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la transmettre à leurs étudiants, mais il y en a d'autres qui vont préférer regarder sur une zone spécifique, sur un territoire spécifique, idéalement aux alentours de l'école, quels impacts concrets. Et donc, vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes mécaniques. Et donc, les contenus, et c'est pour ça que nous, on propose une diversité de contenus, sont des contenus qui peuvent être intégrés de manière plus large dans la manière d'apprendre. Ça veut dire, ce que je comprends, c'est que, en fait, les enseignants vont l'intégrer à un corpus scolaire général, c'est ça? C'est pas une bulle, quoi, quand on parle d'environnement? Non, c'est exactement ça, en fait. L'enseignant reste au cœur du sujet. C'est lui qui aura la capacité ou non à se saisir du sujet, qui aura la capacité ou non à le porter. Et nous, on veut vraiment proposer une diversité de contenus, parce qu'on a aussi bien des vidéos, des dossiers, des jeux, pour que l'enseignant, en fonction de sa pratique pédagogique, sa pratique professionnelle, puisse l'intégrer au mieux et puisse se sentir bien avec. Pardon de vous interrompre, ça ne concerne pas que les profs de SVT, d'une certaine façon? Non, c'est une bonne question, mais globalement, dans l'éducation et le développement durable, ça fait des années qu'on a quitté la partie juste approche scientifique et mécanique, finalement, des enjeux environnementaux. Ça concerne finalement aujourd'hui
toutes les disciplines. Si vous prenez le référentiel international de compétences porté par l'Europe qui s'appelle le Green Comp, ça dit développer des compétences pour agir, penser, planifier avec empathie pour la planète et la santé publique. Et dès qu'on commence à parler d'empathie, vous vous doutez bien qu'il y a très peu de contenus qui permettent de développer l'empathie. Pour autant, parce que c'est pas parce qu'on va être posé sur une chaise pendant 10 ans qu'on va avoir de l'empathie. Pour autant, les modalités pédagogiques qui vont être utilisées, la façon de transformer finalement les matières d'enseigner et d'apprendre sont au cœur. Donc les enseignants sont bien au cœur du dispositif et nous, on les équipe. François Tadei, est-ce qu'il y a beaucoup de disparités en termes de parce que là, je disais, on idéalise peut-être une génération, c'est-à-dire que tous ne sont pas forcément concernés, tous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on ne part pas du même niveau de connaissance ? Parce que c'est souvent ça le défi, c'est déjà d'avoir un corps de connaissances, d'informations communes et validé par tout le monde. Oui, je pense que l'éducation nationale joue son rôle pour arriver au maximum à égaliser les connaissances de base. Ce qui reste à faire, c'est justement cette capacité à agir une fois qu'on a les connaissances. Parce que c'est bien beau d'avoir compris qu'il y avait un problème, mais si on a l'impression qu'on ne peut rien faire, c'est pas très facile. Je vous pose la question, pardon, je reprends la main, parce qu'il y a encore du climato-scepticisme, et on peut même dire que dans certaines régions du monde, il est en train de progresser. Il y a la mise en doute de la parole scientifique, enfin voilà, je vous apprends rien, donc il y a peut-être ce défi-là à relever avant de se mettre en action. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que vous voulez dire, mais j'essaie de dire, en fait, c'est clair qu'il y a ce que j'appelle un néo-obscurantisme. D'accord ? Néo-impérialisme, grosso modo l'héritage des Lumières avec l'éducation, la science, la démocratie, le débat, la philosophie, les arts, la citoyenneté. C'est un package qui est attaqué assez systématiquement par des forces obscurantistes. Il y en avait en Afghanistan et il y en a même en Occident. Et je ne voudrais pas le citer parce qu'on le sait tous. Donc ça, c'est une réalité. La question, c'est en fait, comment est-ce que les Lumières ont été inventées ? Elles ont été inventées après l'imprimerie, mais entre-temps, il y a eu les guerres de religion. Donc ce n'est pas juste plus d'informations. D'accord ? C'est un art du débat, mais un débat qui fait autorité, c'est-à-dire un débat, pour reprendre le mot de Michel Serres, qui fait grandir tous ceux qui débattent. Et qui n'y a pas moi je sais et toi tu comprends rien, voilà, qui n'est pas le débat des plateaux télé trop souvent, excusez-moi, ni des réseaux sociaux comme on le voit. Et donc c'est un débat où, in fine, on a tous l'impression qu'on a appris quelque chose et qu'on a grandi en humanité et en compréhension de soi, des autres et du monde. Ça, c'est le rôle de l'éducation. Mais malheureusement, ce n'est pas juste de la transmission verticale, un débat bien construit. C'est un lieu, comme dans les salons des Lumières, comme dans les académies depuis toujours, y compris chez les Grecs, puisqu'on avait déjà le même prisme avait été inventé autour de l'Agora. Donc aujourd'hui, il faut le réinventer, mais à l'échelle de la planète. Comment est-ce qu'on organise des débats locaux, des débats régionaux, des débats nationaux et des débats planétaires sur le fait qu'on a des ressources finies et qu'on n'est plus là pour défendre les murs de la cité en tant que citoyen d'Athènes, on est là pour défendre les limites planétaires collectivement. Et ça s'apprend, et ça s'apprend à l'école si l'école sait elle-même se transformer et elle-même prendre la responsabilité, non pas de chercher à avoir le meilleur élève de la classe ou le meilleur de la France, mais le meilleur pour la planète et le meilleur pour le monde de demain. Et alors, on se projette aussi vers le monde du travail, évidemment, et je vous propose ce sondage réalisé en juin 2023. Pour 82% des 18-30 ans, avoir un emploi qui respecte l'environnement est un critère important. Et 70% pourraient renoncer à postuler, 57% quitter leur emploi s'ils considèrent que l'entreprise ne prend pas suffisamment en compte ces enjeux environnementaux. Vous disiez tout à l'heure, les associés finalement... être co-constructeurs de leur avenir. Est-ce que c'est des questions que les élèves posent souvent aux enseignants ? Quels seront les métiers de demain ? Finalement, les métiers d'aujourd'hui, à quoi ça sert que je m'y prépare puisque tout va changer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on parle de transition écologique, il y a la partie écologique et la partie transition. Ça veut dire qu'il y a plusieurs nécessités. Nous, ce qu'on cherche à faire avec les jeunes enfants, c'est de développer une pensée exploratoire, une pensée systémique, une pensée critique qui permette d'imaginer, on va dire, un monde de demain, mais surtout d'être assez résilient face aux transformations qui vont s'opérer. Après, si on va sur l'apprentissage professionnalisant, on a d'autres enjeux. Aujourd'hui, on doit développer les énergies renouvelables parce que le monde est comme il est et que si on veut décarboner, on a besoin d'énergies renouvelables. Et il y a des choses très concrètes.
un couvreur, aujourd'hui, doit savoir poser des panneaux photovoltaïques. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux d'apprentissage. Il y a des apprentissages, on va dire, un peu transverses, de compréhension, qui permettent d'être adaptés en tant qu'individu et en tant que collectif pour cette transition écologique. Mais il y a aussi tous les métiers dont on a besoin pour la réussir et franchir les différentes étapes, s'il y en a, pour arriver à... on va dire, une planète habitable durablement et en paix, quoi. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans l'économie française. Je reçois aujourd'hui Mercedes Serra. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici. Vous êtes la cofondatrice, la présidente de l'agence BETC qui fête ses 30 ans. Depuis quand les questions de RSE, on va évidemment beaucoup parler de ça ici, l'émission s'appelle Smart Impact. Depuis quand c'est stratégique ? Je crois que c'était stratégique avant qu'on parle de RSE. Ouais, sans utiliser ces mots-là. Oui, bien sûr, parce que BETC... en fait, on est né, on était dans les équipes de Havas, et on est sorti pour aller rejoindre le 10e, pour habiter Passage du Désir, qui est quand même un nom assez génial pour une agence, mais dans le 10e, il n'y avait personne. Ouais. Je me souviens, tout le monde nous disait « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?» Et là, c'est très... on va dire, c'est devenu très mode, mais ça n'était pas du tout à l'époque. Donc c'était déjà une démarche oui, notre RSE, obsession, c'était d'abord de créer un lieu, de créer un lieu quelque part où ça pouvait être utile, de créer un lieu intéressant pour nos équipes. On était très sensibles à leur donner du beau, à rénover. On parlait de rénovation à l'époque, tout le monde parlait tours, création de lieux et tout. Nous, on a rénové dans le 10e un lieu qui était le premier grand magasin parisien. Quand on a gratté les murs, il y avait marqué « aux classes laborieuses ». On s'est dit, c'est vraiment pour nous. Et donc, on est arrivé dans ce 10e. Les voisins nous ont mis « merci BETC » parce qu'il n'y avait personne qui s'installait là. Et d'ailleurs, les grands magasins, c'est devenu un lieu culturel, de coopération, de collaboration. Ici, il passe plein d'événements. Non, alors, dans le 10e, on a déjà créé ce qu'on appelait le Passage du Désir, qui était un lieu de culture ouvert à tous. L'idée, c'était d'investir dedans et pas de faire de l'argent. D'accord. Et nos démarches pro bono, nos démarches d'engagement, elles ont commencé à ce moment-là. D'accord. Mais ça, c'est d'un point de vue extérieur. Notre vision de la com, c'était déjà une vision très RSE. Nous, on pensait que la com, c'était là pour faire bouger les entreprises. Souvent, les entrepreneurs, les patrons nous disaient « mais on n'est pas prêt à parler, etc. » Et on a toujours expliqué que le langage, il était fondamental. Il fallait d'abord dire où on allait. Et même si on n'était pas prêt, ça donnait un chemin. Donc, on a toujours dit de nos communications, que ce soit sur Air France, sur Danone, où moi, j'ai recommandé la santé, bien avant que ce soit à la mode, qu'on était concerné par le fond des entreprises. Mais je crois qu'on a la publicité pour Air France, qui est une des plus belles que j'ai vues depuis que je suis en âge de comprendre ce qu'est une publicité. On va en voir les images de cette pub pour Air France. Elle est sublime et en même temps, elle ne répond pas à la question qui est, mais c'était sans doute pas ce que vous avez demandé, mais qu'est-ce qu'on fait de l'aviation ? Est-ce qu'on continue de prendre l'avion ? Est-ce que l'aviation pollue trop la planète, etc. Est-ce que cette pub-là, aujourd'hui, vous la feriez de la même façon ? Oui. Oui. Oui, parce qu'il y a deux choses dans l'entreprise. Et d'ailleurs, les consommateurs, le public, moi j'ai beaucoup de respect pour le public, parce que beaucoup plus brillant que nous tous. C'est-à-dire, lui, ce qu'il pense dans les entreprises, c'est que la première chose, c'est de bien faire son métier. Oui. Et il n'a pas aimé les entreprises qui ont inventé une RSE avant même de mettre la RSE dans leur propre métier. Je vous donne un exemple. Moi, je fais de la publicité. La première chose que je dois faire, c'est vous expliquer pourquoi la publicité, c'est formidable. Si je pense que la publicité, c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse ça. Donc, l'aviation, d'abord, ça a un rôle. Et il y avait un enjeu très, très important. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on pourrait, si on était toujours l'agence d'Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre en donnant des éléments de RSE, d'environnement, etc. Mais là, l'enjeu, c'était de positionner Air France et de faire que tout le public d'Air France, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans Air France, soient fiers
de travailler dans Air France. Et ça, c'est aussi de la RSE. Créer de la fierté française. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore plus important que jamais. Je dirais créer de la fierté européenne face à ce qui arrive dans le monde, c'est quand même une chose importante. Oui, évidemment. BETC qui est devenue l'an dernier l'agence la plus créative au monde. C'était une première pour une agence française ? C'est extrêmement dur, vous imaginez. Vous savez comment ça se passe ? En fait, c'est tous les prix du monde, tous ceux qu'on a reçus, qui sont cumulés. D'accord. La vérité, c'est que la France, c'est petit. Et que les Américains, c'est gros. Oui. Donc, en général, ils se donnent des prix à eux-mêmes, parce qu'ils aiment bien. Donc, pour qu'une agence française franchise ce nationalisme qui existe et devienne et cumule les prix au point d'être nommée la meilleure agence créative du monde, oui, on est fiers. Ouais. On est fiers et c'est important que la France et l'Europe réagissent en se disant qu'on est formidable en Europe. On arrête de dire des choses négatives sur la France et l'Europe. On construit de la force. Il n'y a que ça qui va nous défendre dans nos démocraties. L'importance de l'imaginaire. On va y consacrer de longues minutes dans cette interview. Ça me semble essentiel par rapport à ces enjeux de transformation environnementale et sociétale dont on parle. Et alors, c'est justement le sens de la question de celui qui était à votre place la semaine dernière, Cyril Pouet, le DG de SPI Facilities. On écoute tout de suite Cyril Pouet. Céleste. Dans mon métier, le RSE est présent partout. Les clients nous attendent sur des engagements RSE et si jamais ce n'est pas le cas, on fait des propositions de manière instinctive sur ces données-là. Dans votre monde de la publicité, je suis intéressé de savoir si c'est quelque chose qui est systématiquement en demande de vos clients ou si même vous, systématiquement, vous en faites un sujet pour eux, pour les alerter sur ces sujets-là. Et je pense que dans le monde de la publicité, ça peut effectivement avoir changé les choses. Voilà, merci. C'est une grande question, parce qu'en fait, il y a beaucoup de niveaux dans cette question. Il y a le niveau de... nous, on est souvent montré du doigt, comme si on était responsable de tout. C'est facile de nous montrer du doigt, parce qu'en gros, il n'y a personne qui vient nous défendre. Quand vous embêtez des journalistes, on peut avoir une bonne réaction. Embêter des publicitaires, c'est pas un problème. Pas de publicité, merci, dit mon associé avec son livre. Donc, c'est facile. La vérité, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, il y a plusieurs niveaux à la RSE. Il y a le niveau qui est, est-ce que BETC est RSE ? BETC, c'est pire que la RSE, c'est une ONG. C'est-à-dire, je rentre dans ce... De temps en temps, je leur dis, mais calmez-vous, quoi. Il va falloir qu'on fasse aussi notre métier. Après, il y a la filière de la communication. Elle est très engagée au niveau de la RSE. Donc, globalement, on est très engagé. On a pris des engagements. On surveille la logique de qu'est-ce qu'on peut faire en impact climat. Ça veut dire qu'on tourne un peu moins de publicité à l'autre bout de la Terre quand on peut les tourner près de chez nous ? Ça veut dire qu'on évalue. On évalue une campagne, non seulement la production, mais les médias, parce que les médias, c'est beaucoup plus lourd que la production. Donc on évalue l'impact des campagnes, on essaye on a mis au point des calculateurs, des choses très précises pour rendre compte de ça. Franchement, on est peanuts dans l'histoire de l'environnement, mais ce peanuts nous intéresse. Il n'empêche que vous faites... Ça nous intéresse. Vous agissez. Bon. Et après... Il y a une problématique qui est hyper simple. Quand on fait de la production, si c'est plus cher de produire en France, c'est rarement une solution qu'adorent nos clients. Donc, il faut être raisonnable, il faut dire la vérité. On a toujours des propositions RSE, elles ne sont pas toujours acceptées. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir autrement la communication. La vraie réflexion sur la communication... Et qui m'importe, c'est de dire, ça suffit d'agresser des gens avec des pubs imbéciles qui sont trop présentes, trop nombreuses. Ça ne sert à rien. Il faut leur parler correctement à des moments clés. Donc moi, je crois à une communication qui serait moins fatigante, à une communication moins présente, mais plus qualitative. Et ça ne va pas exactement dans le sens du monde aujourd'hui. Mais je crois que, par exemple, des campagnes peuvent durer très longtemps. Donc la question de la production, produisons très bien. Mais moi, je pourrais sortir des campagnes Air France, des vieilles, maintenant. J'ai déjà sorti des vieilles campagnes Evian qui avaient 8 ans d'âge
Et vous croyez qu'elles n'ont pas fait vendre? Elles ont fait vendre. Tout est obsolescent trop vite. Oui. Alors que la tête des gens, ça ne marche pas comme ça, la tête des gens. Les gens, ils aiment les choses pour longtemps. Ils ne se lassent pas. Donc je pense qu'il y a vraiment des enjeux de communication différents à planter pour que la RSE devienne chaque jour plus Pendant que vous importante. nous parlez, on revoit justement l'une des campagnes Evian qui est C'est celle-là que j'ai remis à l'antenne. qui est tellement Eh magique, quoi. ça s'est très bien passé. Parce que vous croyez que ça a changé? Que le fait qu'on ne vieillit pas, nous, on n'est pas vieux. Mais non. On a juste un bébé dans nous qui dit qu'on n'est Qui pas demande vieux. qu'à sortir. Voilà. Ah ouais, bien sûr, Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc, c'est des campagnes qui font du bien, que les gens aiment. Vous pouvez les ressortir. Et alors, donc il y a tous ces leviers que vous avez détaillés. Et il y en a un qui est évidemment qui est intégré à tout ça, mais c'est le rôle de la publicité pour rendre la transformation environnementale et sociétale acceptable. Parce que c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On a vu un certain nombre d'élections, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ou même en France d'ailleurs, où les candidats ou les candidates qui disent il faut appuyer sur le frein, sur la transformation environnementale, il y en a marre, il y a trop de contraintes, etc., ils remportent des voix. Bon. Est-ce que c'est pas parce que nous, médias, mais peut-être aussi publicitaires ou marques, on n'a pas su donner envie de Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de cette problème. transformation? Moi, je pense que si vous écoutez les Français, les consos, Ouais. ils sont beaucoup plus impliqués qu'on ne dit. Ouais. Moi, je pense qu'on leur dit trop de choses désagréables, qui ne sont pas bêtes. Eux, ils ont une vision de la consommation très précise. Par exemple, ça les énerve quand vous leur dites on consomme trop, etc. Celui qui va chez Leclerc et qui, le 14 du mois, n'achète plus de viande, plus de légumes, vos histoires de riches, là, ça les énerve. Quand vous faites le pétrole, il y en a marre, etc., les gilets jaunes se disent, mais de quoi ils nous parlent, ces gens-là? Moi, je ne peux pas faire autre chose Mais autrement voilà. que prendre ma voiture. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire, eux sont beaucoup plus raisonnables. En revanche, quand vous leur dites, est-ce que vous pensez que les entreprises doivent faire un effort d'un point de vue environnemental, ça leur paraît évident, doivent le communiquer, oui. Quand vous leur dites, est-ce que vous faites des efforts? Oui. Quand vous leur demandez en quoi la notion de durabilité, c'est important. Le fait de réutiliser des produits, des vieux produits, c'est important. Mais si vous regardez maintenant ce qu'ils font, alors, parfois, c'est un peu contradictoire. Il y a plein de gens qui achètent de la fashion pas cher. Mais, Oui, mais on a il tous faut nos toujours, contradictions, c'est normal. Personne fait tout parfaitement. C'est logique. Mais en revanche, si vous regardez que les Galeries Lafayette, le Printemps, ils ont aujourd'hui des étages consacrés à des produits de seconde main. Quand j'appelle mon grand garçon, qui lui, alors là, me dit, mais pourquoi tu grognes? Moi, j'ai jamais acheté un vêtement neuf à ma fille. C'est moi qui achète les vêtements neufs. Lui, il l'habille de vêtements vieux. Oui. Eh ben, ça le gêne pas du tout. Il adore sa fille. Donc, je pense qu'il faudrait être plus respectueux sur ce que font les gens, parce qu'ils font déjà beaucoup, et après prendre les grandes décisions comportementales de façon lourde au niveau politique. Ouais. Est-ce que quand vous discutez évidemment avec des très grandes marques, mais est-ce que cette question-là, la question de comment on parle de ce qu'on fait bien, c'est vous qui le mettez sur la table des discussions? Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises venir ici et me dire on n'ose pas trop communiquer sur ce qu'on fait bien parce qu'on va venir nous chercher sur ce qu'on fait moins bien. Je passe du temps à ça. Je passe du temps à expliquer que les gens demandent des comptes. Ouais. Donc, ils sont clairs. Ils demandent d'abord des comptes sur le métier, mais ensuite, ça les intéresse. Qu'est-ce qui les intéresse? De comprendre comment une entreprise fait des efforts pour aller sur des problèmes environnementaux importants. Ils ne lui demandent pas de tout régler. Et aussi des efforts d'un point de vue sociétal. Parce que si vous gagnez beaucoup d'argent, peut-être que vous devez rendre un peu à la société. C'est ce que nous, on fait chez BETC, c'est ce qu'ils doivent tous faire. Et dans ce cas-là, ils leur demandent de parler, parce que sinon, comment ils le savent? Et le silence n'est pas d'or aujourd'hui. Le silence est soupçonné. Donc, c'est pas du caritatif. Donc vous poussez à une forme de transparence, sans que ce soit la dictature de la transparence, mais vous poussez à une forme de transparence. Mais je voudrais vous dire une chose sur un client difficile qui est le mien. Enfin, pour qui je travaille un peu, qui est Total. Je ne travaille pas assez, mais qui est... Total, c'est pas sérieux ce qu'on leur dit. C'est pas courageux. Ils font du pétrole.
Mais aujourd'hui, c'est la seule entreprise pétrolière qui investit lourdement sur le soleil, sur l'électricité, mais lourdement. Oui. Et on dit non, mais plus de pétrole. Oui, ça représente encore 95 ou 96% du chiffre d'affaires de Total, le fossile. Non, l'investissement, il est à 50%. Ah oui, je parle du chiffre d'affaires, moi, pas voilà, et moi, je vous parle de l'investissement. Oui. Et je vous parle du fait que je pense que Pouyanné ne va pas craquer. Sous le diktat. BP a craqué, a dit c'est fini. C'est fini, on va faire que du pétrole, vous inquiétez pas, etc. C'est pas du tout le cas. Mais si vous l'écoutez aussi, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est-à-dire, on arrête un Total sur le pétrole en France et on va racheter le pétrole ailleurs. Faut être un peu intelligent. C'est quoi la transition ? C'est quoi la réflexion autour de la transition ? Après, je voudrais parler de la France, de nos diktats. Et il faut quand même qu'on fasse attention. C'est pas nous, là, qui détériorons tous la planète. La France, c'est pas mal. D'un point de vue écologique, la France, c'est pas mal. Oui, on voit d'ailleurs, si on regarde les baisses d'émissions de gaz à effet de serre depuis quelques années, il faut qu'on ait un équilibre qui nous permette d'avoir une économie solide. Là, c'est moins bien. La France, c'est moins bien sur l'économie solide. Et pourquoi l'économie solide, elle est importante ? Parce que pour les gens, le chômage, c'est important. Pour les gens, ce qu'ils gagnent, c'est important. Et pour le monde... Dans l'écologie, moi j'aime beaucoup l'écologie, mais la défense de la démocratie, j'adore ça. Donc là, il nous faut aussi être solide en France, être solide en Europe pour défendre notre démocratie. Sur la défense de la démocratie, l'une des publicités pro bono dont on peut parler, alors pro bono ça veut dire évidemment que vous n'êtes pas payé pour les faire, c'est pour Reporters sans frontières, on va la voir, je ne sais pas de quand elle date cette campagne, puisque c'est un Vladimir Poutine très jeune, il n'a pas encore été botoxé, sans liberté de l'information, pas de contre-pouvoir, et on voit un Poutine qui nous fait un très joli droit d'honneur. Pourquoi Bon, vous nous avez proposé un certain nombre de pubs pro bono comme celle-là. Voilà, il y a eu le discours on enregistre cette émission quelques heures après le discours de Donald Trump devant le Congrès, où il part en guerre contre le wokisme, ce qu'il a fait pendant ça. Enfin bon, c'est un combat pour des valeurs qu'on est en train de mener, là ? Mais bien sûr. C'est pour le droit, un truc incroyable. Déjà le droit, oui. Il n'y a plus d'état de droit bientôt. On a l'Inde, les grands pays, la Chine, l'Inde, la Russie et maintenant les États-Unis qui font comme si le droit n'existait pas, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est ce combat-là. Et ce combat-là, nous, il y a longtemps qu'on le mène. Dans les pro bono qu'on mène, on choisit nos combats. Les femmes, vous le savez, on va en parler. Un combat important, mais les droits humains, un combat essentiel, qui d'ailleurs rejoint le droit des femmes. Bien sûr. Et dans le droit des humains, pour nous, le combat pour la liberté des journalistes, pour le droit à une parole de vérité, elle est importante, d'où Reporters sans frontières. Oui. Sur les droits des femmes, tiens, on a déjà reçu plusieurs fois Sista ici, donc on va vraiment voir cette pub que vous faites pour Sista. Pour lever des fonds, faut-il devenir un homme ? Et on voit une jeune femme qui s'appelle Tatiana Jama, qui est entrepreneur, que vous avez transformée en garçon. Ça marche, vous voyez, quand c'est un garçon. Et quand c'est un garçon, elle va lever plus facilement des fonds. Pas plus facilement, 95%. Voilà, c'est hallucinant. Alors ça a un petit peu changé, mais non, ça a presque pas changé. Un tout petit peu, mais bon. Ouais, elle est à quoi, 80 ? Voilà, oui, ça c'est sûr qu'on n'est pas à 50, ça on est bien d'accord. Il y a quand même eu un certain nombre de... Donc ça sert la campagne. Oui, bien sûr, et il y a eu un certain nombre de leviers réglementaires qui ont été activés, notamment sur la place des femmes dirigeantes, et on voit que la France est plutôt bien placée là aussi. Vous disiez, il faut qu'on arrête de battre sa coulpe en permanence. Donc la loi, l'aiguillon réglementaire, il peut faire bouger les lignes. Évidemment, ouais. il faut... En fait, on n'a pas l'égalité parce qu'on ne la veut pas. Si on la voulait, on peut faire beaucoup de choses. Donc il faut des quotas. Donc nous, c'est pas la France n'a pas imposé des quotas. Nous avons tout fait pour qu'il y ait des quotas et il y a des quotas. Ouais. Les quotas du conseil d'administration, avant ces quotas, il n'y avait pas de femmes quasiment au conseil d'administration. C'est pas admissible. Donc, et cette histoire de l'égalité femmes-hommes, c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit ministère qui change trop souvent de femmes. C'est un grand sujet. Parce que je pense que le jour où on arrivera à égalité, on sera beaucoup plus mieux sur la logique des droits humains. Et je pense que l'équilibre femmes-hommes,
les hommes vont changer, les femmes vont changer pour un monde meilleur. Je pense que c'est fondamental. Tiens, une citation extrait d'une interview que vous aviez donnée au mois de novembre dernier à France Info. Quand vous vendez des yaourts, vous n'allez pas faire un discours féministe, vous prenez les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui. En revanche, on peut utiliser la pub pour changer le monde. Ça rejoint tout ce qu'on est en train de nous dire. Je pense que l'État doit réfléchir à ça. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez été contacté par un ministère, les services de l'Élysée, que sais-je, Matignon, pour une grande campagne sur les droits des femmes? On fait des choses. On fait des choses avec le SIG, on a fait avancer des choses, etc., sur le droit des femmes. Je pense que le sujet il doit être pris très sérieusement. Il doit être pris dans l'école. Vous connaissez le problème des femmes et de la science. Bien sûr. Les gamines, elles n'ont aucun problème structurel. Elles sont meilleures très douées. Que les garçons en maths. Les résultats des filles sont meilleurs jusque loin. J'avais rencontré le proviseur de Louis le Grand qui m'avait dit, vous savez, qui est responsable de tout ça? Je lui ai dit, ben non, je ne sais pas. Les parents et les professeurs. C'est-à-dire la vision que les parents... Et c'est pas qu'ils n'aiment pas leurs filles, c'est qu'on a des kilos de stéréotypes. Le monde, il vient à peine de changer pour les femmes. Donc, il faut lutter autour de ça, et que si on veut, si l'éducation veut, elle se met dans l'idée qu'elle va arriver à une égalité de la présence des filles et des garçons dans les sciences, qui est fondamentale, parce que la science a besoin des femmes. Donc, c'est pas qu'une histoire de... non, on est plus fort quand les femmes scientifiques sont là. On est plus fort. Et donc cette campagne, elle n'existe pas encore? Elle pourrait exister? Non, on a fait des campagnes dans ce sens. Par exemple, il y a un travail de L'Oréal sur Women in Science qui est très intéressant. C'est pas suffisant. D'abord, il faut avoir une politique à long terme. Vous avez vu le nombre de ministres à l'éducation. À long terme, ça n'existe pas de changer sans arrêt d'actes, de points. Si les entreprises faisaient ça, elles iraient très mal. Donc, c'est des plans à long terme. Si on veut l'égalité, il faut le prévoir et voir. Et comment est-ce qu'on enlève aussi les stéréotypes, le manque de confiance des filles? Rendez compte qu'à l'agence, pourtant, c'est moi la patronne avec Rémi, donc on fait ce qu'on veut. Donc, on est arrivé à, en tout cas, à établir une égalité. Mais quand je regarde l'état des jeunes femmes, au même moment que l'état des jeunes hommes, il y a 10% de plus de stress pour les femmes. Et quand vous les analysez, c'est très simple, elles font tout. Quand vous tenez la maison quasiment seule, que les garçons, vous êtes... Ça ne change pas quand même, à peine. peine. Avec la génération des 20, des 35. Prenez là. des chiffres. Non, mais Voyons dans les question. statistiques. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, on va se féliciter. Oui, ça a changé. Avant, ils avaient honte de pousser un landau. Non, alors maintenant, ils sont fiers. Donc, nous avons évolué. Ils accompagnent parfois les enfants à l'école. Ils vont faire des courses avec des listes des mamans. Mais qui s'occupe des enfants malades? Mais qui s'occupe de la réalité? Comment on change ça? Parce que, comme vous dites, c'est on ancré dans dans le cortex profond depuis des générations. On prend des mesures égalitaires. C'est quoi une mesure égalitaire? Le congé paternité, c'est une mesure égalitaire. Il faut que les papas qui sont merveilleux vont s'habituer à l'enfant. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Ils ne vont pas, tout d'un coup, ne pas y arriver. Ils vont y arriver. Et là, il y a des règles. Si vous les mettez en même temps que les femmes, c'est les femmes qui font tout. Mais si vous les mettez successivement, le monde bouge. Il va bouger. Les garçons, ils sont pas non plus responsables de ce qui arrive complètement. Le monde va bouger. Il nous reste 3 minutes, c'est passé beaucoup trop vite, mais je voudrais qu'on les consacre à un autre thème. Vous êtes présidente du Musée national de l'histoire de l'immigration. Pourquoi Alors, je suis plus présidente. Oui. Alors, pardon. Parce que j'ai atteint ma limite d'âge. Allons bon, ouais. Ça se voit pas. Mais bon, je continue à faire toute la communication et tout, parce que les titres ne sont pas la chose la plus importante de ma vie. Oui, et oui, effectivement, ça, on est bien d'accord. La question que je me posais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les élections. Pourquoi la voix de celles et ceux qui disent que l'immigration c'est une chance pour la France? Parce qu'on a dit n'importe quoi. Elle pèse de moins en moins dans... on a dit n'importe quoi depuis 10 ans en français. On a joué le jeu du Front National. Je suis désolée, moi je pense qu'il vaut mieux dire la vérité. Moi ça fait 14 ans que je travaille pour ce musée, pour une seule raison, c'est Jacques Toubon qui m'a appelé, qui a été un défenseur des droits incroyable, et qui m'a appelé, et on a pu raconter un peu de l'histoire, de la vérité, quoi, de ce qui a fait la France. La France, c'est un des grands pays de l'immigration. Dès le XVIIIe siècle, on a eu besoin des autres.
Et c'est un pays intéressant parce que ça a créé un vivre ensemble. Ce vivre ensemble, il est un peu cassé. C'est ça qu'il faut se poser en question. Après, il ne faut pas raconter qu'ils envahissent la France. Il n'y a plus personne qui a envahi la France. Donc, il n'y a pas... On a menti sur les chiffres, sur les données, on n'a pas mis en perspective. Donc, ça finit par créer... C'est tellement facile d'inventer qu'il y a quelqu'un qui est responsable et que ça va tout changer. Oui. Je vous promets que ça ne changera pas grand-chose. C'est une vieille technique politique d'inventer un bouc émissaire, ça c'est sûr. En tout cas, c'est pas ça qui va changer grand-chose. L'industrie, ça va changer quelque chose. Changer l'école, parce que l'école, aujourd'hui, elle n'est pas bonne pour les immigrés, mais elle n'est pas bonne pour les Français non plus. On a des problèmes sur l'éducation, on a des problèmes sur l'intégration. Et, il faut être honnête, on a aussi des problèmes qui sont liés à l'islam, et à cette culture qui ne veut pas non plus inventer un vivre ensemble. Mais avant, c'était les catholiques qui avaient fait ça. Donc on doit pouvoir y arriver, on doit pouvoir expliquer qu'on peut penser une religion, mais considérer qu'au centre de la France, il y a une laïcité qui est possible. Ouais. Et le rôle de la publicité là-dedans, on va terminer là-dessus, sur l'image, la diversité qu'on expose, il y a eu des progrès quand même. Ça, il y a eu énormément de progrès. Il y a un retour en arrière, là, parce qu'aux États-Unis, ça hurle tout d'un coup à l'envers. Je pense qu'il faut être calme. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'était presque excessif. C'est un peu ça qu'on a appelé wokisme. C'est-à-dire, non, à chaque fois, moi je pense qu'on ne peut pas résumer les gens par des noirs, des jaunes, des blancs. Et donc, à chaque fois que vous faites une pub, un noir, un jaune, un blanc, un truc, c'est un systématisme. Quand on est arrivé à dire qu'on ne pouvait pas traduire, quand on était un blanc, un livre fait par un noir, non mais attendez, c'est pas possible. Mais la diversité, c'est une immense richesse. Donc, comment est-ce qu'on lui donne son vrai rôle d'immense richesse et qu'on continue, malgré tout ce qu'on entend, et ce retour tout d'un coup sur... Et beaucoup d'entreprises ont été courageuses, elles ont dit qu'elles ne retourneraient pas en arrière, que la diversité était intéressante. Vive l'Europe. Merci beaucoup, Mercedes Serra. C'est une belle dernière phrase. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Ariane Varal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Smart Bag. Vous l'avez créée fin 2021 avec Olympe Chabert. Et avec quelle idée? Racontez-moi tout. Avec Olympe, du coup, on était encore en école à ce moment-là, dans le master entrepreneur d'HEC, et on avait envie de créer une entreprise dans le secteur de l'économie circulaire, avec l'idée de pouvoir sauver un gisement de déchets et lui donner une seconde vie. On avait envie d'aider des entreprises à bouger vers de nouveaux modèles, d'aider les acteurs existants à évoluer et être un peu la petite start-up qui vient titiller les gros acteurs pour les faire évoluer. Et alors, quel secteur vous avez choisi ? On a choisi le secteur de la distribution du mobilier B2C, le secteur de la maison, dans lequel on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage lié notamment au retour, les retours e-commerce, donc tous les cas de rétractation, réclamation, qui font que les produits doivent être repris au domicile des particuliers et sont ramenés en entrepôt sans vraiment pouvoir leur trouver facilement une seconde vie. Ces produits, il y a bien sûr une partie quand même qui peut être remise en stock, mais l'autre, c'est des produits qui sont récupérés, qui ont souvent un petit défaut et que les marques ne savent pas forcément bien gérer. Donc il y a un peu de revente à des soldeurs dans des gros camions à l'aveugle, il y a un peu de dons à des associations, il y a beaucoup de recyclage aussi, parce que les produits sont parfois abîmés et on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et on a décidé du coup d'intervenir là-dedans pour mettre en place un système de reverse logistique local qui fait que les produits n'ont pas besoin de remonter en entrepôt et sont traités directement depuis chez le particulier. Alors c'est quoi? C'est une plateforme? Qui mettez-vous en contact? Parce que j'ai bien compris que c'était ça le principe. Complètement. Nous, on est intermédiaire, mais on offre un service de gestion clé en main des retours aux marques de meubles. D'accord. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend du coup la demande de retour du particulier. On s'occupe de faire une qualification de l'état du produit avec les photos, le défaut qu'on a reçu et les infos sur le produit neuf. Et ensuite, on les envoie à tous nos partenaires de la région qui sont des partenaires de seconde vie, des magasins d'occasion, des trocs, des dépôts-ventes, des acteurs historiques de l'occasion et aussi des associations pour lui trouver la meilleure seconde vie en local. Et ensuite, on mandate un transporteur qui vient au domicile du particulier pour récupérer le produit et le relivrer directement chez cet acteur. Votre modèle économique, c'est quoi? Qui vous paye?
Notre client, c'est vraiment le distributeur de meubles. D'accord. Lui, il a un sujet, c'est gérer ce retour. Il y a un sujet de satisfaction client, il y a une obligation de reprendre ce produit. Et il y a tout un tas d'étapes qui sont pénibles pour lui et qu'on remplace par du coup ce service clé en main. Ceci dit, on revend quand même aussi 2/3 des produits à des acteurs de l'occasion. Et donc là, on prend une commission sur cette revente et on reverse les bénéfices à la marque. Ouais. Alors, vous avez fait le choix de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi ce choix ? C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur depuis le début avec Olympe. On monte une entreprise parce qu'on a envie d'avoir un impact sur la société, un impact environnemental via le fait de sauver des produits de la benne et donc toutes les émissions évitées par le nouveau produit qui n'est pas fabriqué. Et puis c'est juste trop bête de jeter un produit qui est en bon état. Et puis l'impact social aussi. Et là-dedans, notamment, le local est important en fait. Comme on agit toujours au plus près de chez le particulier, on permet de faire de la revente et du don dans des zones qui ne sont pas forcément très actives et donc de redynamiser aussi un petit peu ces territoires. Et c'est notamment grâce aux dons qu'on fait aux associations qu'on a pu acquérir l'agrément ESUS. Et c'est vraiment une partie importante de notre modèle. C'est 1/3 des produits qu'on reçoit qui sont donnés à ces assos. Et je reviens aux entreprises. Alors j'ai bien compris ce que vous faites qu'elles ne faisaient pas, mais qu'est-ce qu'elles y gagnent? Par exemple, de la place en entrepôt, du matériel perdu dormant, c'est quoi l'idée? Elles y gagnent économiquement, ça c'est important, parce que avant il y avait tous ces coûts cachés liés à la gestion des retours. Donc le transport retour jusqu'à l'entrepôt, globalement on l'identifie bien, mais derrière il y a du traitement. Donc en général il faut récupérer le produit, le déballer. Il y a tous les coûts de fourche en entrepôt, il y a la place que ça prend, le stockage, la gestion de la seconde vie pour déstocker, donner. Et donc c'est tout ça nous qu'on vient remplacer et qui du coup finalement leur revient moins cher et leur enlève une bonne grosse épine du pied. Oui, effectivement. C'est du temps de main-d'œuvre aussi qui gagne. C'est aussi énormément de temps de main-d'œuvre, complètement. Bien sûr, qui peuvent consacrer à autre chose. Merci beaucoup, Ariane Varal, et bon vent à SmartBack. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Be Smart for Change, à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à demain.